toutes et à tous pour un nouveau numéro exceptionnel de Live and Let Live, avec ce soir pour vous une liveuse petite nouvelle qui n'a pas peur d'affronter seule 4 ogres geeks prêtes à la manger, Magali Couture. Magali. Salut Magali. Un liveur dont on aimerait que sa colocataire prenne sa place, Damien Nassiri. Salut tout le monde. Un liveur passionné de stratégie militaire qui n'est jamais contre une nouvelle invasion, Emmanuel Michler. Et enfin, je le garde généralement pour la fin, Dominique, un liveur dont la montée exceptionnelle du parti de François Asselineau, l'UPR, ne lui fait pas peur tant qu'elle ne fait pas ombrage à la montée exponentielle du parti de Nicolas Dupont-Aignan. Debout, Planète 007, pour Dominique Kiefer. Salut. Et Dominique. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Magali, surtout. Nous l'avions promis à nos téléspectateurs, nous avons réussi enfin à recruter une femme fan de James Bond, et Dieu sait que cela ne court pas les rues. Maintenant que nous t'avons, nous ne te lâchons plus, Magali. En tout cas, merci d'être parmi nous, et j'essaierai dans la mesure du possible de tenir tous nos loustiques qui sont autour de toi, mais je me fais pas de soucis pour toi, de toute façon tu as une personnalité bien affirmée. Alors Magali, très rapidement, peux-tu nous dire comment et pourquoi tu es devenue fan de James Bond? Alors, je suis devenue fan de James Bond avec Casino Royale, mais j'avais déjà vu Meurt un autre jour avant. Et ça a vraiment été un film charnière dans ma vie. Et pour le coup, après, j'ai suivi avec Daniel Craig. Et voilà, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi à partir de Casino Royale. Et après, en fait, j'ai carrément fait mon mémoire de fin d'études dessus, sur James Bond, de l'opportunité pour les marques à toujours être partenaire avec James Bond avec plus de 50 ans d'existence. Donc voilà, après, pour le coup, j'avais fait l'expo James Bond, je connaissais donc de nom Laurent Perriot et Guillaume Evin. Donc pour le coup, c'est un peu la suite logique en fait de suivre une page Facebook dédiée donc à James Bond. Alors Magali, donc du coup, tu es devenue fan avec Meurt un autre jour. Je crois que ça pourra que Damien pourra que apprécier. Un bon film rend toujours service. Oui. Puis tu as suivi la vague, toi, de toute façon. Avec Exactement. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez? Tiens, Emmanuel, qu'est-ce que pourrait apporter Magali dans l'émission en tant que femme fan de James Bond? Elle pourrait apporter un autre regard. Hein. J'ai l'impression qu'il faut comprendre que les fans de James Bond sont 99%, les fans purs et durs, sont 99% des hommes. 99% pour les Français, hein, 90. Pardon, 99%. Donc, je pense que les femmes peuvent avoir un autre point de vue, notamment sur la place des femmes dans les films. Donc, je pense que c'est très intéressant. Dominique, une réaction? Du chic, du choc et du charme. Parfait. Merci. Parfait. Damien, c'est difficile de passer après ça. Non, moi je pense que c'est bien que la relève féminine arrive, puisque c'était moi qui tenais le rôle jusqu'à maintenant. J'en avais un peu marre, donc bienvenue Magali. Je vais enfin pouvoir passer pour un homme. Ça va aller. On la relève. Bon, en tout cas, merci Magali, bienvenue. J'espère que tu as un bon moment avec nous en tant que liveuse. Et sans transition, nous passons maintenant à la rubrique de Dominique, l'analyse psychologique que vous attendez tous. Je crois que ce soir, tu ne t'intéresses pas à un méchant, mais au personnage de Tracy DiVincenzo. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Effectivement, la triste actualité m'a poussé en ce sens. Exactement, et ce sera notre façon à nous, dans Live and Let Live, de rendre un hommage à son interprète, Diana Rigg, qui nous a quittés, comme vous le savez tous, il y a quelques semaines. Jingle. Tracy. Oui, Tracy. Tracy. Mon unique enfant. Sa mère était anglaise, romanesque. Elle était venue en Corse voir des bandits. À la façon de ces femmes qui s'aventurent à la recherche des princes arabes dans le désert. Elle m'a trouvé dans le maquis. À cette époque, la police était à mes trousses. Je suis tombé amoureux d'elle. Nous nous sommes mariés et le résultat, c'est Teresa. 12 ans s'écoulèrent, ma femme mourut.
j'ai envoyé Teresa en Suisse. Merci, je préfère les miennes. Achever son éducation. Malheureusement, elle était sans surveillance. Je ne l'ai pas offert à un véritable foyer. Alors, elle a connu ce milieu international de noceurs. Un scandale après l'autre. Mais quand je désapprouvais, quand je la laissais sans argent, elle commettait de plus grosses folies. Par représailles. Quoique, malgré ses bravades, quelque chose rongeait son âme. Ça peut arriver, aux hommes et aux femmes. Ils se consument, ils se détruisent par cette rage de vivre. Et soudain... Donc effectivement, ce soir, je vais m'intéresser et essayer de vous intéresser au profil psy de Tracy DiVincenzo. Donc j'ai précédemment axé cette rubrique sur le profil psychiatrique des méchants. L'actualité, le décès récent de Diana Rigg m'a conduit à modifier exceptionnellement cette règle afin de rendre hommage à la comédienne et à la superbe composition qu'elle nous a offert dans Au service secret de Sa Majesté. Car Tracy est un personnage complexe, en plus d'être brillamment interprété. Elle est la preuve que les James Bond Girls ont été intéressantes dès les années 60, contrairement à une légende véhiculée uniquement par des gens qui connaissent mal la saga. Nous allons procéder de la manière habituelle, en recensant ce qu'on observe chez Tracy. Magali, toi qui es nouvelle, en fait, je démarre en général en demandant aux liveurs, comme ça, leurs impressions sur leur personnage et qu'est-ce qu'ils observent chez le personnage, qu'est-ce qu'ils peuvent me citer comme trait de caractère. Donc, à vous, messieurs, dames. D'accord. Là, pour le coup, c'est vrai que Tracy, justement, ce qui s'était passé avec Au service secret de Sa Majesté, c'est que malheureusement, c'est le seul James Bond que j'avais zappé. Parce qu'au bout d'un quart d'heure, voire de la première demi-heure, je me rendais compte qu'il y avait un énorme décalage entre ce que j'attendais et les mœurs du moment. Et j'avais vraiment l'impression que le personnage allait être enfermé dans ce cercle de en échange d'informations, ça sera quelqu'un à épouser. Et ça m'était resté. Et en fait, j'avais fait l'impasse. Et là, je l'ai enfin revu. Ce qui fait qu'en fait, ma perception du personnage était totalement erronée. Et en fait, pour le coup, pour répondre à ta question, ça serait plus une femme forte et indépendante qui, bien sûr, a des faiblesses comme beaucoup d'entre nous et au final, qui va essayer justement de passer outre et qui va plus ou moins tomber amoureuse de James Bond sans forcément le s'en rendre compte. Et les choses vont avancer ensuite. Alors, forte et indépendante, en effet, je vais plus m'axer sur les faiblesses ce soir parce que parmi toutes les Bond Girls, s'il y en a une qui mérite d'avoir son profil psychiatrique et psychologique, c'est Tracy. Les autres sont vaguement dans la névrose pour la plupart ou dans la perversion chez les méchantes, mais Tracy, c'est vraiment la plus intéressante. Donc, après, les autres, qu'est-ce que vous pourriez me dire sur Tracy? Damien. Moi, je pense qu'elle est un peu... Au début, elle semble un peu bipolaire. Elle est très changeante. Elle est passionnée. J'en ai vraiment l'impression qu'elle est passionnée de tout ce qu'elle fait. Et au final, elle a fini par être passionnée par James Bond. Mais moi, c'est l'aspect que j'avais un peu retenu d'elle, c'était qu'elle était un peu bipolaire. Un coup, elle était très sympathique. Un coup, c'était... excuse-moi, elle était pas... Enfin, je veux dire, au tout début du film, elle manipule. Voilà, c'est... La manipulation, très bien. Mais moi, c'est l'aspect bipolaire qui m'avait un peu... elle est très changeante. Alors, ce que tu dis est intéressant dans le côté dualité. Alors, Tracy n'est pas une bipolaire telle qu'on l'entend aujourd'hui, la psychose maniaco-dépressive anciennement nommée. Mais il y a une idée de dualité, tu le verras après. Donc, ce que tu dis n'est pas tout à fait erroné. Par contre, pour la manipulation, effectivement, c'est un défait de caractère de Tracy, au moins au début. Les autres? Elle a une parenté avec Vesper, c'est qu'au début du film, elle a une personnalité très ambiguë, assez trouble, un peu incisif comme ça. Et au fur et à mesure de sa relation avec James Bond, elle prend confiance, elle s'ouvre. Et ça, je trouve très intéressant. Alors, et à chaque fois, Bond tombe amoureux, quelque part, il la sauve quelque part. Enfin, c'est ce qu'on peut constater, c'est ce qui se passe au début de Au service secret de Sa Majesté, elle est suicidée et James Bond la sauve. Alors effectivement, oui, je vais revenir dessus, sa relation avec Bond la transforme à un moment donné. C'est ça, oui. Matt, est-ce que tu pourrais dire quelque chose sur Tracy, toi que tu... Je peux pas la blairer. Je peux pas la blairer.
intéressante aussi, je préfère. Mais ça se non, comprend. Blague à part, je n'ai pas la. Je ne porte pas au nu Tracy comme beaucoup de fans. Effectivement, le personnage, le côté développement dramatique et psychologique du personnage est très intéressant et sort des cases habituelles que l'on a l'habitude de voir des James Bond girls de la saga. L'interprétation de Diana Rigg, j'ai rien à redire, mais voilà, à titre personnel, mon petit cœur à moi, ma petite sensibilité, c'est un personnage, je serais pas aussi dithyrambique que une grande majorité de fans sur ce personnage-là. Mais j'attends avec attention ton analyse. Tout à fait. Eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet, surtout que je vais vous amener pour l'instant dans une direction où vous n'êtes jamais allé avec les précédents profils que j'ai établis. Heureusement que tu n'es pas familier avec Émile Louis, parce que sinon j'aurais peur avec ta dernière phrase. Alors, donc, ce qu'on peut observer chez Tracy, d'abord, elle est suicidaire. On le voit dans la scène du pré-générique où elle tente de se noyer. Elle est plus généralement dans l'autodestruction. La scène du casino où elle mise sans avoir d'argent pour payer en atteste. Et sa conduite automobile également atteste de cette mise en danger permanente. Elle est impulsive. La manière dont elle tente de se suicider semble plus correspondre justement à une impulsion qu'à un acte réfléchi et prémédité, tout comme son banco dans la scène du casino. Elle a des conduites à risque et même addictives. La conduite automobile dangereuse, comme je viens de le dire, le jeu, et peut-être un goût pour s'attacher aux mauvaises personnes. En l'occurrence, un agent secret, ce qui la conduira à sa mort. Et avant ça, à des courses-poursuites dangereuses, mais également, lors de son mariage précédent, à un homme infidèle. Dans les conduites à risque, on peut noter également la scène où elle fait mine de vouloir assassiner Bond pour son plaisir et pour voir sa réaction. Elle ne sait pas exactement où ça va la mener, elle pourrait tout aussi bien se faire flinguer. Tracy est dans la démonstration et dans la recherche d'attention. Elle met son entourage à l'épreuve pour voir s'il est à la hauteur de ses frasques. Elle est dans une manipulation destinée à attirer cette attention. Son père le relate très bien lorsqu'il dresse son portrait à Bond, mentionnant le fait que s'il l'a laissée sans argent, elle commettrait de plus grosses folies encore. Il semble passer son temps à essayer de rattraper et sauver sa fille en envoyant ses hommes à ses trousses notamment. Il parle d'ailleurs du besoin de thérapie de sa fille et engage Bond comme le thérapeute idéal. Envisage. Tracy est également abandonnique, c'est-à-dire qu'elle a peur d'être abandonnée. Elle provoque ce risque, paradoxalement, pour se faire du mal. Comme lorsqu'elle reçoit très mal Bond à l'anniversaire de son père, pour ensuite décréter qu'il ne va plus s'intéresser à elle et aller pleurer dans son coin. Tracy est dans un mal-être permanent lors de la première partie du film, ne parvenant pas à se poser, ne trouvant pas goût à la vie. Donc tout ça, ce sont des constatations. Ces troubles confèrent toutefois un avantage à Tracy. Elle n'a pas peur de la mort ni de la violence, est combative et courageuse. On peut le voir lorsqu'elle combat Gunther, l'homme de main de Blofeld, ou lorsqu'elle se livre à des cascades en voiture ou à ski, et ce, avec le sourire. Alors, à quoi correspondent ces observations cliniques ? Je peux vous dire que c'est un tableau que je ne vous ai pas présenté jusqu'à présent dans cette rubrique, comme je vous le disais. Il s'agit d'une personnalité de type borderline. C'est ce que je pensais. J'ai eu le bon diagnostic dans ma tête, c'est ce que je pensais avant que tu commences ta chronique. C'est que Tracy est effectivement une personnalité aujourd'hui que mon diagnostic crée borderline. Tout à fait. C'est un nom médical, le nom borderline ? Pour moi, c'était ce qu'on dit quelqu'un. On dit état limite en français. Et tu vas voir pourquoi, quand toi tu as cité la bipolarité, ça faisait un peu penser à une dualité. Mais c'est vraiment à croire que Diana Rigg a lu les signes cliniques d'un état borderline avant d'interpréter son personnage. Donc on les appelle aussi états mixtes. Comme je vous l'ai expliqué précédemment lors des rubriques précédentes, il y a deux grandes structures de personnalité. La psychose, qui concerne une minorité de gens et conduit vers les pathologies délirantes comme la schizophrénie lorsque le sujet décompense une maladie mentale, et la névrose, qui concerne, je l'espère, la majorité des gens, et d'entre nous, je l'espère, et en cas de décompensation, des pathologies telles que la dépression ou les troubles obsessionnels compulsifs. Des pathologies où on ne perd pas le rapport à la réalité. Et entre les deux, il y a les borderline. Ce sont des états qui n'ont pas encore trouvé leur place ni du côté de la psychose, ni du côté de la névrose, et qui sont susceptibles de basculer d'un côté ou de l'autre à un âge plus avancé.
Pour vous donner une définition plus clinique, l'état limite est un trouble de la personnalité caractérisé par une impulsivité majeure et une instabilité marquée des émotions et des relations interpersonnelles et de l'image de soi. L'état limite reposerait sur l'angoisse de perte d'objets et se traduirait par une insécurité interne constante et des attitudes de mise à l'épreuve de l'entourage incessantes. Ça, vous voyez ce que je vous lis, ce sont les définitions d'état limite. Si ça ne vous fait pas penser à Tracy, parmi les symptômes observés, les personnes atteintes souffriraient fréquemment de dysphorie. La dysphorie ou humeur dysphorique, généralement labile, désigne une perturbation de l'humeur, caractérisée par un sentiment déplaisant et dérangeant d'inconfort émotionnel ou mental, symptôme de la tristesse, de l'anxiété, de l'insatisfaction permanente, de la tension, de l'irritabilité ou de l'indifférence. Les relations interpersonnelles sont particulièrement instables et intenses, pouvant facilement passer de l'idéalisation à la dévalorisation de l'autre. Les modalités défensives permettent de décharger l'angoisse ressentie, comprennent les réactions impulsives, voire agressives, les troubles alimentaires, dont c'est pas le cas de Tracy, qui ne sont pas allés jusque-là, ou alors on ne le sait pas, mais elle n'a pas l'air dénutrie. Comportement et sexualité à risque, ça aussi, ça fait quand même un peu penser à Tracy. Conduite addictive, voire dans les cas les plus extrêmes, automutilation ou tentative de suicide. On reconnaît bien tout ce qu'on a pu citer donc avec Tracy. La sexualité est souvent chaotique, effectivement. On peut voir que Tracy se jette rapidement dans les bras de Bond, quel que soit le danger qu'il puisse représenter, et avant même qu'une attirance soit vraiment établie avec lui d'ailleurs. Elle monnaie son corps pour rembourser sa dette en fait. L'origine de ce trouble de la personnalité se situe souvent dans le cadre de maltraitance dans l'enfance ou de cellules familiales instables. On peut noter à cet égard que le statut de fille de gangster de Tracy a peut-être contribué à l'engager dans cette voie. Dans quelque chose de plus positif, et là, je reviens sur ce que Emmanuel disait tout à l'heure, on peut noter que la thérapie souhaitée par le père de Tracy en la poussant à s'engager dans une relation suivie avec Bond semble fonctionner et l'équilibrer. Elle est beaucoup plus épanouie lorsque cette relation se consolide à partir de la deuxième moitié du film. Bond n'a jamais rencontré ce profil de femme et c'est ce qui semble l'attirer et le conduire pour la première fois à avoir des sentiments plus profonds. L'attitude cavalière de Tracy envers la vie, pour paraphraser GoldenEye, lui rappelle peut-être la sienne. Et son attitude de mâle et de dominateur, pour reprendre les termes de Draco, semble la rassurer. Là, ma tête va être mise à prix par les Femmes après cette assertion, j'en suis certain. Il y a des chances. On ne peut encore une fois que rendre hommage à cette immense comédienne qui était Diana Rigg pour avoir donné à Tracy une telle consistance et avoir rendu le personnage aussi passionnant. J'en ai fini avec mon analyse. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous exposer. Emmanuel. Oui, j'ai une petite question. Est-ce que, je lance un peu un pavé dans la mare, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un problème d'écriture au niveau du personnage de Tracy, dans le sens où on a l'impression que dès qu'elle réapparaît sur la patinoire dans la seconde moitié du film, ça fait un moment qu'on ne l'a plus vue, on a l'impression qu'elle est totalement débarrassée de ses faiblesses. Est-ce qu'on peut mettre tout ça sur le compte de c'est Bond qui l'a transformé, ou il n'y a pas un problème d'écriture du personnage? Qu'est-ce que tu Alors moi, pour répondre à ta question, ça me paraît dans la droite ligne de l'état limite, parce que comme je vous l'ai cité, l'état limite peut être soit dans la dévalorisation de l'autre, dans la relation amoureuse, soit dans l'idéalisation. Au bout d'un moment, Tracy est clairement dans l'idéalisation de James Bond, et momentanément, en tout cas, Tracy est amoureuse et tout à coup, ses faiblesses et sa souffrance sont au moins momentanément mises de côté. Elle a un objectif dans la vie. L'étayage de Bond semble fonctionner pleinement. Et du coup, elle le suit jusqu'en Suisse au point d'aller lui sauver la vie. Donc moi, je ne prends pas ça pour un problème d'écriture. Non, on voit parfois des états limites, ça dépend toujours. Il y a toujours divers degrés dans la pathologie, mais on voit des états limites qui parfois s'étayent par tel ou tel moyen. Ça peut être une relation amoureuse qui fonctionne, ça peut être un métier. Donc non, ça ne me choque pas au niveau de l'écriture, Emmanuel. Ok, merci. Qu'y a-t-il d'autres observations, d'autres commentaires? Non, moi je trouvais que c'était super complet, comme toujours. Très bonne. D'ailleurs, nous allons préciser aussi que vous pourrez retrouver, si ça vous intéresse, les chroniques de Dominique sur YouTube. On a réussi à signer un gros contrat avec Dominique et on a réussi à se mettre d'accord sur le financier.
Et vous retrouverez toutes ces chroniques réenregistrées, mises en scène et sur YouTube, tout beau, tout frais. Faire du neuf avec du vieux, c'est ce que c'est faire James Bond et c'est ce que savent faire les fans de James Bond. Dominique, merci beaucoup. Magali? Oui. Tout est dit? Oui. Ok. C'était très complet. Ok, alors, nous allons passer maintenant à une nouvelle chronique. 007 Corsica, alias Paul-François Benigni, qui nous présentera dorénavant tous les 15 jours une pièce de sa collection exceptionnelle, voire exponentielle. Ce soir, hommage oblige au service secret de Sa Majesté, il nous présente un gadget ayant été utilisé dans le film. Je tiens tout de même à préciser que nous avons enregistré cette chronique cet après-midi, donc un léger différé avec le direct, et nous étions présents avec Damien pour interroger Paul-François sur cette pièce, et évidemment, c'était réalisé par José. Alors, on lance tout de suite la chronique de Paul-François, la nouvelle chronique, et moi j'ai envie de vous dire let's go. Bonsoir Paul-François, Damien. Nous avons perdu 2 liveurs parce que nous sommes en léger différé. Nous sommes en léger différé par rapport aux chroniques précédentes. Paul-François, merci d'être là pour cette nouvelle chronique. Alors ce soir, et tu reviendras tous les 15 jours maintenant, ce soir tu vas nous présenter un objet de ta fabuleuse collection, un objet qui est en lien, si je ne me trompe, avec au service secret de Sa Majesté. Ce soir, je vous présente le Minox AIIS. Alors regardez, ce magnifique objet que j'ai dans son étude d'époque. Voilà le Minox IIS utilisé par George Lazenby au Peace Gloria. On ouvre comme ceci. Là, vous avez l'endroit où on met l'œil pour prendre l'appareil photo. Là, le bouton pour prendre des photos. Et voilà un petit flash. Et derrière, qui est un peu compliqué à ouvrir, vous avez la pellicule. Et cet objet, je l'ai trouvé sur eBay. D'accord, donc ce n'est pas juste un gadget, un objet du film qui ne fonctionne pas, ça fonctionne, ton appareil fonctionne réellement. Réellement, c'est le vrai appareil photo qu'on pouvait trouver à l'époque dans les magasins qu'on pouvait acheter et qui a été utilisé après dans les films de James Bond, c'est le même. Donc Paul-François, ce mini appareil photo qui un petit peu maintenant aujourd'hui on trouve ça un peu dépassé parce que maintenant les appareils photo sont tellement miniaturisés, on peut avoir tellement de qualité avec un smartphone. C'était un peu l'ancêtre de l'appareil photo numérique, mais pour le coup à pellicule. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et comme vous pouvez voir, il tient dans la paume de la main. Oui, c'est un petit peu l'ancêtre de l'appareil photo numérique, l'appareil photo portable. Il a été produit de 58 à 69, ce modèle. C'est ça. Et à la sortie du film, ils ont arrêté la production. Alors, Paul-François, merci beaucoup. Donc, merci de la présentation de ce magnifique petit objet faisant partie de ton immense collection. Donc, ceux qui souhaiteraient avoir un objet original qui a été servi, un gadget qui a servi au service secret de Sa Majesté avec Georges Lazenby, Paul-François nous assure et vous rassure sur le fait que vous pouvez avoir un bel objet ayant été utilisé dans un film de James Bond pour pas très cher. Paul-François, merci beaucoup. Et puis, je te dis à dans 15 jours pour la découverte d'un nouvel objet. J'arrive pas avec mes doigts. De retour dans l'Event Let Live. Merci, Paul-François, pour cette pièce exceptionnelle sur Au service secret de Sa Majesté. La caméra, comme vous avez pu le voir, la caméra de poche de James Bond. En vrai, hein, et en plus, bien expliqué par Paul-François. Merci beaucoup. Damien, tu as des réactions? J'ai une petite réaction de Steve qui dit que l'appareil il est top et qu'il faisait partie de l'équipement des vrais espions après la Seconde Guerre mondiale. Ça, on ne savait pas ça. Donc, du coup, une petite précision intéressante. C'est intéressant. Merci beaucoup de participer. Messieurs, dames, j'ai envie de vous dire, on va passer à une page de pub. Nous allons aller dans la deuxième partie de l'émission où nous allons avoir un débat encore
un petit peu sur le thème tout de même d'Au service secret de Sa Majesté, avant une troisième partie exceptionnelle avec le Guillaume Evin, Laurent Perriot pour la sortie de Bon Baiser du Monde le 007 octobre. Un livre à gagner ce soir uniquement en regardant Live and Let Live. À tout de suite.